Rome se prépare pour les obsèques de Benoît XVI. Des dizaines de milliers de personnes se sont recueillies devant sa dépouille à la basilique Saint-Pierre au Vatican. La dégradation des capacités du personnel militaire russe vivement critiquée, tout comme l'utilisation de téléphones portables qui a permis la frappe ukrainienne sur Makivka. L'ex-premier ministre tchèque Andrej Babiš de retour devant la justice dans le cadre de son procès pour corruption. Une audience qui intervient à 10 jours de l'élection présidentielle dont il est candidat. Le pape émérite Benoît XVI repose en paix ici dans la basilique Saint-Pierre. Son corps a été transféré ce lundi au Vatican. Pendant 3 jours et jusqu'à aujourd'hui mercredi, les gens ont pu rendre hommage à l'ancien pontife. Le premier jour, plus de 60 000 personnes sont venues faire leurs adieux à Benoît XVI, qui a été le premier pape à démissionner depuis 600 ans. Par la suite, après sa démission, en 2013, il est resté présent au Vatican. La première ministre Giorgia Meloni et le président Mattarella ont eu un moment pour lui rendre hommage avant le grand public. De nombreuses personnes ont fait le déplacement à Rome pour se recueillir. D'autres étaient déjà présentes dans la ville. Certaines ont également prévu d'assister à ces funérailles qui auront lieu ce jeudi et seront dirigées par le pape François à la basilique Saint-Pierre. Et c'est la première fois qu'un pape sera enterré par son successeur. Nous avons interrogé des personnes venues dire adieu à Benoît XVI. Écoutez leur réaction. Nous sommes d'Allemagne. Nous sommes venus en bus avec environ 50 jeunes. Nous voulons assister aux funérailles. Nous venons de rendre visite au pape. C'était la dernière fois que nous pouvions le voir en personne. C'était un grand théologien et un grand homme, un vrai modèle. Je suis venue exprès de Roumanie parce que j'ai toujours suivi l'action du pape Benoît XVI. Je suis venue à Rome d'autres fois, mais je n'ai pas pu le voir. Alors cette fois, je suis venue ici pour lui dire adieu. Nous n'avons pas pu le voir dans la basilique, c'est pourquoi nous voulons rester jusqu'à demain et assister aux funérailles et rendre hommage à ce grand pape qui incarne l'humilité. Alors que le Vatican se prépare aux funérailles, la sécurité a commencé à être renforcée dans la capitale italienne. Environ 1000 policiers seront déployés dans les rues de Rome et une zone d'exclusion aérienne sera imposée au-dessus du Vatican. Des membres des familles royales d'Europe et des représentants des églises chrétiennes du monde entier se rendront en Italie pour assister à l'événement. Bien que le pape émérite ait demandé à avoir des funérailles simples, l'événement est déjà prêt à entrer dans l'histoire. La dégradation des capacités du personnel militaire russe continue de nuire à la capacité opérationnelle russe en Ukraine, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre. Selon le ministère russe de la Défense, la cause principale de la frappe sur Marivka est l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables, malgré l'interdiction de le faire, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de géolocaliser cette concentration de soldats. Pendant ce temps, le groupe Wagner met en cause le ministère russe de la Défense pour la campagne bloquée de Bakhmout. Depuis le début des combats, la plupart des 70 000 habitants ont fui, mais la ville est au centre de la campagne russe depuis des mois et Moscou a investi d'énormes ressources pour la faire tomber. L'épicentre de la guerre d'usure à Bakhmout a très peu de valeur stratégique globale pour la Russie. L'état-major ukrainien rapporte que les troupes ukrainiennes ont repoussé les attaques russes près de Bakhmout même. Un mille-blogueur russe affirme que les forces du groupe Wagner ont lancé un assaut contre Krasnaoura et continuent de tenter de pousser vers le nord en direction de Bakhmout depuis des positions près de Klishivka, Ozerianivka et Optna. Selon le chef du groupe Wagner, les opérations offensives de la milice russe à Bakhmout sont très compliquées car chaque maison est, je cite, une forteresse et les Ukrainiens ont des lignes défensives tous les 10 mètres. Il s'agit d'une inflexion
inflexion significative pour le chef de la milice et la première fois qu'il présente les forces de Wagner à Barmout comme ne réalisant aucun gain. Il avait déclaré en octobre que les forces de Wagner opérant dans la région de Barmout avançaient de 100 à 200 mètres par jour. Les tentatives du chef de la milice pour justifier le manque de progrès de ces hommes à Barmout corroborent en partie l'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre selon laquelle les forces russes à Barmout sont en train de stagner. Alors que l'Union européenne prépare sa transition énergétique, l'hydrogène est présenté comme essentiel dans le secteur des transports. Mais développer cette source d'énergie pour atteindre les objectifs de l'Europe n'est pas gagné d'avance. Au port d'Anvers, en Belgique, cette station d'hydrogène est une des près de 1000 existantes dans le monde. Les voitures viennent y faire le plein d'hydrogène qui alimente leurs véhicules roulant à l'électricité. La Commission européenne veut développer le concept en multipliant les infrastructures de ravitaillement sur le continent. Mais avec une infrastructure si peu développée, l'hydrogène est-il une solution viable pour réaliser l'objectif de réduction des émissions de l'Union européenne dans les transports ? C'est une partie de la solution. Il faut surtout investir massivement dans les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Le problème, c'est que lorsque vous avez recours à de l'énergie solaire ou éolienne, l'énergie n'est pas consommée. L'hydrogène est un moyen parfait pour stocker l'énergie. Quand vous ne l'utilisez pas, stockez-la et vous pourrez la réutiliser au moment où vous en avez besoin. L'hydrogène fait définitivement partie du futur des carburants. Nous ne disons pas que c'est nous qui réaliserons tout, mais nous pensons que la majorité des équipements de transport lourd seront alimentés à l'avenir par l'hydrogène. L'hydrogène renouvelable, comme dans cette station d'Anvers, est fabriqué par électrolyse en utilisant de l'électricité verte pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Il est ensuite stocké jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Bruxelles veut aussi exploiter l'hydrogène pour réduire les émissions dans d'autres secteurs, y compris la production de produits chimiques tels que les plastiques et les fertiliseurs. Mais pour cet expert et ancien fonctionnaire de longue date de la Commission européenne, produire de l'hydrogène en recourant à l'électrolyse n'est pas réalisable à une échelle si grande. Fabriquer de l'hydrogène par électrolyse est très compliqué et très énergivore. C'est la grande différence. Oui, nous avons vu notre professeur en produire en classe et donc nous croyons que c'est une solution, mais ce n'est pas le cas. Réaliser l'électrolyse de l'eau de manière industrielle est très complexe. C'est pourquoi elle n'existe pas. Personne ne fait ça. La majorité de l'hydrogène est produite par des moyens polluants comme le gaz naturel, entraînant une quantité importante d'émissions de CO2. C'est pourquoi la Commission européenne veut assurer la transition vers de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie verte. L'ex-premier ministre tchèque Andrej Babiš était de retour ce mercredi devant la justice à Prague dans le cadre de son procès pour fraude aux subventions européennes. Homme politique et homme d'affaires, Andrej Babiš, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, est accusé d'avoir temporairement séparé 2 de ses entreprises pour rendre l'une d'elles éligible à une subvention de 2 millions d'euros de l'Union européenne, des allégations qu'il nie. Cette audience intervient à 10 jours de l'élection présidentielle en République tchèque, dont Andrej Babiš est favori pour succéder à Miloš Zeman. Le verdict de son procès pourrait tomber avant le scrutin, mais ne devrait pas l'empêcher en théorie de participer à l'élection. Hallyu, où la vague coréenne déferle sur le monde depuis près d'une décennie avec comme déclencheur le Gangnam Style de Psy, qui en est aujourd'hui à près de 5 milliards de vues sur YouTube. Un phénomène planétaire qui touche aussi bien la musique que la mode ou le cinéma et les séries télévisées. À Londres, le prestigieux Victoria and Albert Museum y consacre pour la première fois en Europe une exposition. L'idée est née il y a 4 ans lorsque j'ai réalisé par exemple que certains de mes étudiants regardaient en fait les collections de mode coréenne ou la culture coréenne à travers le prisme Hallyu. L'Oscar du meilleur film en 2020, c'est la série Squid Game qui envahit le monde, meilleure audience de l'année sur Netflix avec 1,65 milliard d'heures de visionnage devant Stranger Things et Wednesday de Tim Burton. Et pourtant la Corée est sortie meurtrie et coupée en 2 au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Raconter comment un pays comme la Corée a évolué d'un pays dévasté par la guerre à une puissance culturelle de premier plan au XXIe siècle était vraiment le but de l'exposition. Boys ou girls band sud-coréennes de K-pop remplissent les stades, y compris en Europe, et cumulent des milliards de vues en reprenant les codes de la pop culture américaine. Et c'est le chanteur de BTS, Jungkook, qui a chanté en ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, un signe des temps qui ne trompe pas sur la popularité du phénomène. L'exposition est à découvrir à Londres jusqu'au 25 juin.